Il y a quelques mois, Audrey Royer, votre autre habituelle, a lancé Sex by Step, un podcast diffusé sur les réseaux sociaux qui avait pour but d'interroger les jeunes sur leur sexualité. Elle a sillonné toute la Corse pour recueillir leurs paroles, décontractées souvent et inquiétantes parfois. Le but de cet épisode de Podcast ou Sexiste est de revenir, avec des professionnels de la prévention, sur ces confidences anonymes. Je suis Marie-Ange Philippe et je suis là parce que j'ai pris la mauvaise habitude d'écrire sur le sexe. Et c'est avec gentillesse et bienveillance qu'Audrey me laisse le micro. Mais elle sera autour de la table pour évoquer avec nous l'assurance énervante de ces adolescents, leur naïveté déconcertante et leur rire tellement attachant. Premier épisode, la perception de la contraception. Alors je connais le stérilet et c'est du cuivre et comme ça il n'y a pas d'enfant. Je connais la capote, préservatif pour être plus poli et je connais la pilule. Il y a la capote pour femmes, la pilule, le préservatif, le stérilet et tout. Hein. Il y a plein d'autres. Je crois qu'il y a un préservatif pour femmes, mais qui est beaucoup moins utilisé que celui pour hommes. Et puis c'est tout, je pense. On met des capotes. On met des capotes. La pilule. Les implants. La pilule. La préservatif. Ne pas faire l'amour, ça protège des deux. L'anneau. C'est quoi? C'est quoi? Bonjour à toutes les trois. Je ne suis pas seule. Autour de la table, Stéphanie Brun. Bonjour. Sage-femme et coordinatrice du réseau RIMAN lancé par la collectivité et destinée à coordonner les actions de prévention et de santé sexuelle sur tout le territoire. Paul Merten, représentante de l'association ENIPS, alors fraîchement installée en Corse, cette association, elle l'a depuis quelques mois, qui a pour but aussi de faire de la prévention, alors notamment dans les lieux de nuit et les lieux qu'on pourrait appeler de sexe, mais elle s'adapte à tous les territoires et on verra qu'encore c'est particulier. Et Audrey Royer qui est avec nous et qui est d'habitude l'hôte de ce merveilleux podcast. Bonjour à toutes les deux. À toutes les trois. Pourquoi toutes les deux? Toutes les trois. Bonjour. Bonjour. On l'a vu dans cet extrait, les jeunes que vous avez interrogés, Audrey, sont plutôt bien informés sur la contraception, en tout cas sur les moyens. On parle d'anneaux, de préservatifs évidemment. Alors, ils ne sont pas tous évoqués, mais ce qui m'a un peu impressionnée, c'est que c'est retranscrit presque comme un discours, presque comme un cours de biologie. C'est presque détaché de l'acte sexuel. Oui, faut aussi se remettre dans le contexte que ce sont des jeunes qui sont et au collège et au lycée, donc majoritairement des personnes qui n'ont pas encore débuté leur vie intime et sexuelle, enfin des relations intimes et sexuelles, et donc du coup c'est pour ça que c'est un peu lointain pour eux. Je pense que ce qui est intéressant aussi de dire que là ce sont des extraits qui ont été choisis. Et il n'y a pas tous les extraits qui ont été diffusés, et dont un pour cet épisode qui, je pense, me marquera encore très longtemps, où le jeune m'a un peu défié du regard en me disant le retrait. Voilà, première personne que j'interroge sur la contraception et qui me dit le retrait, Alors le retrait, ça consiste en fait tout simplement à se retirer avant éjaculation pour pas que le sperme entre dans le vagin du partenaire. Donc ce qui n'est pas du tout considéré comme un moyen de contraception. Ce qu'il était dans les années 20-30 et qui n'a vraiment pas fait ses preuves. Voilà. Non, du tout. Mais je pense que c'était vraiment un acte de rébellion, voilà, lié à cet âge-là. Mais sinon, c'est vrai que tu l'as dit, ils sont très bien informés et c'est étonnant pour certaines réponses. C'est bien. Dans vos métiers, est-ce que vous constatez cette information qui est là, qui est parfois précise? Est-ce qu'ils sont informés sur le degré d'efficacité de différents moyens de contraception? Parce qu'on sent qu'ils les connaissent, mais est-ce qu'ils connaissent toutes les précisions sur ça? Et surtout, est-ce que cette théorie s'accompagne du geste? Qui veut parler? Paul. Oui, merci beaucoup. En fait,
Je pense que effectivement, ils ont connaissance de certains moyens de contraception, mais ça reste quand même relativement flou et pas forcément d'une grande précision. Ils le savent sans avoir tous les tenants et les aboutissants. Et je pense qu'il est quand même très important de rappeler concernant le préservatif, que c'est effectivement un moyen de contraception, mais aussi de prévention contre les différentes IST et le VIH. Et que l'un ne va pas sans l'autre non plus. Que la pilule ne suffit pas, que l'implant ne suffit pas forcément et qu'il est toujours très important d'utiliser le préservatif. Et même s'ils le savent, je ne sais pas vraiment si dans les faits, ils l'utilisent réellement. Alors, moi, je me souviens mes cours d'éducation sexuelle qui ont dû se résumer à une heure en 10 ans de vie scolaire. Mais on nous disait clairement que la pilule ne suffisait pas, qu'il fallait tout le temps doubler par le préservatif. Ce socle-là de discours a-t-il changé pour les jeunes ou comment on présente cet aspect-là ? Alors, tout d'abord, effectivement, il y a toujours des interventions de prévention dans les établissements scolaires qui, normalement, ont augmenté puisque, si je ne me trompe pas, elles sont de plusieurs heures par niveau scolaire. Et il me semble que c'est censé, en tout cas, être obligatoire pour les 4e, 3e. C'est censé. Voilà. Dans les faits, je pense que le nombre d'interventions ne sont pas suffisamment nombreuses et il faudrait que tous les acteurs jouent le jeu. Il y a les textes effectivement de l'éducation nationale qui invitent les établissements scolaires à proposer des interventions, mais après il faut que les chefs d'établissement, les associations de parents d'élèves jouent le jeu. Alors, il y a aussi une augmentation des IST de manière flagrante depuis quelques années. Là, cette année, ça s'est un peu stabilisé, mais 2018-2019, il y a eu une augmentation, par exemple, de 30% du taux de chlamydia, ce qui est énorme au niveau national. Et ces augmentations sont corrélées à aussi la perte de crainte des maladies sexuellement transmissibles et notamment du sida. Pour revenir sur des chiffres, 24% des jeunes, c'est-à-dire des 15-24 ans, déclarent ne pas avoir peur du sida et c'était 17% en 2015. Alors, il y a une chose qui est importante, c'est que depuis quelques années aussi, on dépiste beaucoup plus, notamment les chlamydiés, puisque légalement, en fait, la recommandation de la HAS, c'est de faire un autoprélèvement au moins une fois par an de 15 à 25 ans. Donc soit par autoprélèvement vaginal chez la jeune fille, soit par prélèvement urinaire chez les garçons. Et ça, c'est de plus en plus appliqué. Donc forcément, plus on recherche, plus on trouve. Donc, c'est plutôt presque une bonne nouvelle. C'est plutôt, oui, c'est pas si mauvais que ça. Alors, parce que si on oui, parce qu'en fait, si on les dépiste mieux, on les traite mieux. Les chlamydiés, on les traite relativement bien. En fait, dès qu'ils sont dépistés, on les traite et puis c'est l'affaire d'un traitement, soit en monodose, soit sur 10 jours. Donc, en moyenne. Donc, du coup, on arrive quand même. On va réussir à enrayer peut-être un peu plus les épidémies. Je voulais juste revenir sur les interventions en milieu scolaire parce qu'effectivement, là j'en parle un petit peu en connaissance de cause puisque je travaille aussi 20% au centre de planification à Ajaccio et du coup on intervient auprès des classes de 4e et de seconde. En fait, il a fallu qu'on fasse il y a beaucoup d'établissements scolaires et nous, les centres de planification, ça fait partie de nos missions, mais on n'a pas forcément le personnel pour intervenir dans toutes les classes. Donc en fait, on avait juste sélectionné les 4e et les secondes. Après, là, il y a eu malheureusement 2 ans de Covid où on n'a pas pu intervenir comme on voulait. Et je pense que ça se ressent aussi dans les interviews que vous avez pu faire en micro-trottoir. Je pense qu'il y a de ça aussi, c'est qu'en fait ils ont un discours qui est qui ressemble beaucoup à un cours de sciences nat, mais parce que peut-être ces enfants-là n'ont pas eu les interventions en milieu scolaire qui sont moins codées comme un cours de professeur aussi. Je pense qu'il y a ça qui joue. Et voilà, je sais pas ce que je voulais dire. Non, mais pour revenir sur la prévention, ce qui est vraiment au centre même de la politique gouvernementale nationale, notamment avec récemment la loi de 2023 qui fait du préservatif un moyen de contraception maintenant gratuit jusqu'à 25 ans. La pilule du lendemain est aussi prise en charge à 100%. Alors là, il n'y a pas du tout de limite d'âge. Et aussi, ce qui est nouveau, c'est que
sous présentation de la carte vitale ou de la carte d'identité, on n'est pas obligé que ce soit inscrit dans notre parcours de soins. C'est-à-dire que si on est mineur et qu'on veut et que les parents reçoivent le relevé de soins, on n'est pas obligé que ce soit inscrit là-dedans. Alors, au-delà du fait de rendre la contraception et notamment le préservatif gratuit, accessible à tous, notamment aux gens qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter des préservatifs, il y a aussi, j'ai l'impression, la volonté de remettre un peu le préservatif sur le devant de la scène. On a l'impression qu'on l'avait un petit peu oublié. Dans les espaces publics, les espaces publics l'ont complètement délaissé. C'est-à-dire que il n'est pas dans les lieux de vie publique, il n'est pas dans les bus, il n'est pas dans les mairies, il n'est pas dans les boîtes, il n'est pas dans les lieux de rencontre. Et donc j'ai l'impression qu'il y a un peu cette volonté de prévention des IST par cet objet qu'on a un petit peu oublié au fil des années. Je n'ai pas d'explication pourquoi, mais peut-être que vous en avez une. Des explications, non. En revanche, ce que je trouve important, et particulièrement chez nous, c'est effectivement l'importance de remettre à disposition le préservatif dans les lieux publics. Parce que j'imagine très bien un ou une jeune de 15-16 ans qui souhaite avoir son premier rapport, qui veut se prémunir de cet outil de prévention et qui ne va pas forcément oser aller dans la pharmacie du coin ou même pas du coin d'ailleurs, mais se présenter à la pharmacie en demandant des préservatifs. Donc effectivement, de remettre à l'ordre du jour, même dans les établissements scolaires, comme ça a été le cas dans les années 90, une distribution anonyme des préservatifs serait quand même idéal. Oui, et puis les lieux où se font les rencontres, pour le dire très concrètement, on sort de l'entracte, on n'a pas de préservatif, qu'est-ce qu'on fait ? Il devrait y avoir des préservatifs dans les toilettes, des boîtes, des bars. Alors c'est un petit peu le cas, et là ça fait partie des actions de l'ENIPS. Je ne citerai pas les établissements pour ne pas faire de publicité. Oui, mais alors il faut en citer 3, l'entracte, la place, le privilège. Voilà. Comme ça. Mais on est en train de travailler justement auprès des établissements qui reçoivent le public pour la nuit, ou même des bars qui ferment à 2h du matin, peu importe, mais pour justement laisser à disposition des préservatifs, du lubrifiant, même des brochures. Mais c'est un travail de longue haleine parce que les commerçants n'ont pas forcément le temps de nous recevoir à ce sujet. Donc c'est en cours. Tu voulais réagir ? Je sais que par exemple il y a l'association Ayou tout court qui m'a dit il n'y a pas très longtemps que il y a quelques années il y avait des distributeurs dans les toilettes des boîtes. Je les ai connus. Et que maintenant ont été remplacés par des distributeurs de brosses à dents. Exactement. Donc il y a le sens des priorités. Écoutez, l'hygiène dentaire. Même dans c'est très important, mais bon. Les deux peuvent aller ensemble, sachez. En boîte. Mais c'est important qu'il y en ait aussi dans les lieux de jour, parce qu'on ne fait pas l'amour que la nuit. Bien sûr. C'est évident. Non, mais on a du mal à imaginer, je sais pas, des préservatifs gratuits dans les mairies, dans les bus, dans les bureaux même, alors que... on fait des interventions à tout bout de champ dans des ateliers où on parle de sexualité de manière très ouverte, et cet objet-là, on a du mal à l'intégrer dans les espaces publics au quotidien. Nous, dès qu'on intervient, en tout cas, on les fournit. Pour les établissements scolaires, on a des infirmières scolaires qui viennent régulièrement récupérer au centre. Et puis sur tous les centres de planification, en tout cas, essaient de distribuer lors de leurs interventions dans les établissements scolaires. Mais après, c'est vrai qu'en général, ils sont à disposition à l'infirmerie. Et peut-être que pour certains, c'est compliqué de se rendre à l'infirmerie. Après, nous, quand on reçoit les jeunes couples ou les jeunes filles, plutôt les jeunes filles viennent seules, mais parfois elles viennent en couple en consultation au centre de planification, enfin, centre de santé sexuelle maintenant. Ils ont changé de nom. Ils sont à disposition. Enfin, nous, on en a dans la salle d'attente. Moi, j'en ai dans mon bureau. La boîte est ouverte et servez-vous et sans jugement. Mais c'est vrai que parfois, ils sont un petit peu gênés. Ils en prennent 2. Je dis non, mais n'en prenez pas 2. Enfin, c'est ridicule. À votre âge, on fait pas l'amour 2 fois. On le fait plein de fois. Donc, servez-vous. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de perception de la contraception ? C'est-à-dire qu'on a l'impression que, en gros, les préservatifs, c'est pour les très jeunes. La pilule, c'est pour les jeunes adultes femmes. Et le stérilet, c'est pour les gens qui ont déjà eu des enfants, voire qui sont proches de la ménopause. Il y a une espèce de parcours comme ça, contraceptif,
préservatif qui a été, je crois, théorisé d'ailleurs par des sociologues, et on a l'impression que c'est un choix individuel aussi, mais que les politiques institutionnelles aussi ont ce parcours très ciblé. De moins en moins quand même. Parce que justement, grâce aux interventions auprès des plus jeunes, grâce aussi aux nouvelles générations de médecins et de sages-femmes qui du coup proposent... personnellement, moi je le propose très volontiers. En fait, s'il n'y a pas de contre-indication particulière, je propose tous les modes de contraception aux jeunes filles ou aux jeunes femmes, parce que j'ai pas que des jeunes filles en consultation, et c'est elle qui choisit. La meilleure contraception, c'est celle qu'on choisit. Ça, c'est un slogan qui a vraiment cure, quoi. Parce que c'est la seule façon de faire accepter la contraception par la personne qui va s'en saisir, puisqu'elle l'aura choisi, elle aura réfléchi à ça, et du coup, elle sera mieux observée. Et donc, il y aura moins de risques qu'elle soit inefficace. Est-ce que vous avez constaté, soit dans vos métiers, soit dans les paroles que vous avez recueillies, les effets de ce qu'on a appelé, en 2012 à peu près, la crise de la pilule ? C'est-à-dire que les pilules 3e et 4e génération ont été retirées pour leurs effets indésirables, notamment des thromboses. Déremboursées. Exactement, elles toujours, elles sont juste déremboursées. Exactement, déremboursées, et elles ont été forcément de moins en moins prescrites. Est-ce qu'il y a eu vraiment une rupture à partir de ce moment-là sur la pilule ? Est-ce qu'il y a des craintes et comment on articule ce discours-là ? Dans les années 60-70, les craintes sur la pilule existaient déjà, c'est-à-dire qu'on se demandait, mais mon Dieu, on va prendre un médicament alors qu'on est une personne saine. Les craintes existaient déjà, seulement les féministes et ceux qui ont porté le projet de la pilule étaient tellement conscients que c'était un acquis fragile qu'ils se sont emparés de ce discours-là et l'ont un peu dirigé vers un discours conservateur. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas, parce que même les militantes féministes s'emparent de ces soucis qui existent réellement pour la pilule. En gros, comment on articule ces deux aspects-là, c'est-à-dire une nécessité de contraception, des effets indésirables qui existent comme tous les médicaments, et cette crainte d'une population ? Il faut du temps. Il faut des consultations plus longues. Alors après, forcément, moi en centre, si je veux prendre 2 heures en consultation, je peux. C'est plus compliqué quand c'est des consultations conventionnées chez un praticien libéral pour qui le temps est compté. Il faut vraiment du temps pour bien expliquer. Avoir un recueil d'informations concernant la patiente assez précis pour être sûr de ne pas lui proposer quelque chose qui puisse la mettre en danger. Mais bon, ça c'est comme pour n'importe quelle consultation. Et vraiment, oui, bien expliquer et laisser du temps pour choisir aussi. Pas tout de suite faire vite, parce que vite, sinon, non, en fait, on a une petite semaine, ou 10 jours, ou 15 jours si elle veut pour réfléchir. Et en attendant, bien sûr, conseiller le port du préservatif, interne ou externe. Mais en tout cas, c'est du temps qu'il faut. On ne s'empare pas de sa contraception. Et puis parfois, en plus, cette contraception qu'on a l'impression d'avoir choisie, qu'on a choisie, on se dit c'est ça qui me convient. Mais en fait, au bout de 3-4 mois, ça ne nous convient pas du tout. Et des fois même dans le temps. Dans le temps, on change. En fait, la femme varie. Le corps va changer, et du coup, les effets indésirables vont peut-être s'intensifier, ou il y en aura de nouveaux. Ou en tout cas, dans notre mode de vie, ça conviendra plus. Prendre une pilule tous les jours, quand on est lycéenne ou collégienne et qu'on se lève tous les jours à la même heure et que c'est hyper facile parce qu'on a un rythme de vie finalement qui est très très calé. Mais alors je vais prendre mon exemple très personnel. Quand je suis rentrée à l'école de sage-femme, autant vous dire que la vie calée, j'ai oublié quoi. Entre les gardes de nuit, les week-ends, les cours à bosser et tout le reste, c'était plus du tout adapté à mon mode de vie. Donc là, c'est peut-être plus intéressant, une contraception de longue durée d'action réversible, qui sont donc le stérilet et l'implant contraceptifs, qui sont vraiment intéressants pour ça, ou même mettre un anneau. Même, ça, c'est une 3e génération, donc c'est vrai qu'on ne le met pas en première intention, mais bon, ça peut quand même être intéressant. Et donc, oui, pour en revenir à ce que vous disiez, Audrey, c'est vrai que dans notre vie, on change. Donc, il faut pas hésiter à revenir consulter pour trouver quelque chose de plus adapté. La contraception qu'on a à 15 ans, c'est pas la même qu'on a à 20, à 30
jusqu'à la fin de sa vie reproductive en tout cas. Forcément. Pour rester dans la perception de la contraception, des moyens de contraception, on a un extrait de jeunes adolescents qui parlent d'IVG. Je vous laisse écouter. Alors l'avortement, c'est quand ils enlèvent le bébé de l'utérus parce qu'il n'a pas envie de l'avoir. Elle. Ben, l'avortement, c'est quand on décide de renoncer à une grossesse, donc on veut un enfant en fait. L'avortement, c'est une manière pour une femme, je crois, de ce que je sais, d'annuler un accouchement, de ne pas avoir d'enfant. Si elle a loupé la contraception ou qu'elle a oublié ou ça a eu un problème. Alors là, on voit un manque d'informations claires, mais aussi un défaut de perception. C'est-à-dire que on parle de bébé, de stopper un accouchement, c'est-à-dire qu'on a une perception qui est complètement biaisée du corps et de la biologie. Je pense même que c'est un manque de vocabulaire, ou du moins ils ne savent pas comment s'exprimer pour parler de la chose. Parce que déjà, quand on parle d'IVG, on m'a très souvent dit « c'est quoi ?» Une fois qu'on parle d'avortement, là on comprend mieux. Mais les mots se confondent, donc c'est dans accouchement, en fait je pense qu'ils savent très bien que c'est bien avant l'accouchement, mais c'est juste qu'ils n'ont pas les bons mots. Et je pense que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure de peut-être ces 2 années de Covid où il y a eu moins d'interventions dans les écoles qui font que le vocabulaire manque un peu. De précision, manque de précision. Ça serait plutôt... en tout cas, on espère que c'est Je vois Paul qui est mitigé. C'est un petit peu parce que quand on entend la jeune fille, il me semble que c'est une jeune fille d'ailleurs, dire que en gros un avortement c'est tuer un enfant, je me pose la question de savoir si cette jeune fille évoque les choses avec un défaut de vocabulaire, comme tu disais, Audrey, ou si c'est plutôt une représentation en fait qui n'est pas juste. Oui, c'est pour ça que je parlais de perception, c'est-à-dire qu'un IVG n'est pas un infanticide, bien évidemment. Faut le préciser parce qu'il y a des courants. Excusez-moi. Il y a des courants actuellement qui tendent justement, qui reviennent très étonnamment ou pas, en disant que justement l'avortement est un infanticide, etc. Bon, on a vu ce qui s'est passé aux États-Unis, mais je pense que même en France, le mouvement prend une certaine ampleur. Il suffit de lire ce qui se passe un petit peu sur des réseaux comme Telegram, pour ne citer que cette application. Je trouve qu'il y a une montée impressionnante autour du droit à l'avortement qui, à titre professionnel et personnel, me pose quelques soucis. On va parler un peu plus tard de la manière dont vous pouvez investir ou non les réseaux sociaux, mais c'est une des missions de l'ENIPS, j'allais dire le mot infiltrer certains réseaux pour faire de la prévention, pour justement être en amont de ces fake news un petit peu. Alors oui et non, c'est-à-dire que l'ENIPS effectivement s'adapte à son territoire. Comme vous le disiez tout à l'heure, en Corse, nous n'avons pas de lieu de rencontre LGBTQIA+, libertin. Donc on travaille un petit peu différemment sur le terrain, c'est-à-dire qu'effectivement on investit des applications comme Tinder, Grindr ou les sites de rencontres type Wild. Pour effectivement faire de la prévention contre les IST, le VIH, entre autres, mais aussi sur toutes les questions liées à la santé sexuelle, mentale et affective. Alors l'IVG, ça a été évidemment une énorme avancée pour les femmes. C'est toujours un symbole de lutte, c'est un acquis fragile, on ne cessera jamais de le dire. Mais il y a une loi qui était en amont de la loi Veil, c'est la loi Neuwirth, je vais très mal le prononcer, qui est un député. C'est la légalisation de la contraception en 67, et on va écouter ce monsieur. Nous nous sommes heurtés pour l'application de cette loi, un état d'esprit conservateur, rétrograde, je dirais aussi un manque de clairvoyance
de discernement et peut-être de générosité. On a placé les femmes, les couples devant l'alternative, accouchement, avortement, sans leur expliquer, sans leur indiquer qu'il y avait autre chose. On n'a fait aucune éducation sexuelle. Vous-même, vous avez fait, comme moi-même, de l'auto-information. On a découvert les vérités de la vie au hasard de ce qu'on glanait sous les préaux des écoles ou dans les bureaux. Tout ça n'est pas sérieux. Est-ce que vous pensez que des décrets d'application vont enfin permettre cette information ? Je viens de voir le Premier ministre et j'ai rencontré en lui un homme ouvert à ses problèmes et je crois pas être trop optimiste en estimant que très prochainement, l'arrêté qui permet enfin l'agrément des centres d'information et de consultation sera signé, donc que ces centres seront agréés, et puis surtout que les moyens d'une information très large, considérable dont on a besoin, vont pouvoir être mis en place avec l'aide des associations. Alors, c'est Lucien Neuwirth en 66, juste avant que la loi ne passe. Déjà, je suis plutôt ravie d'entendre un homme et en 67 parler avec autant de précision et de bienveillance du sort des femmes. Et il le dit à la toute fin, le rôle des structures, des associations, entre autres, est bien entendu essentiel. Vous en faites partie, alors avec bien sûr d'autres partenaires, pour ne citer que le centre de planification qui est le centre de santé sexuelle, l'ARS, Ayutu Course, les infirmières scolaires, etc. etc. En Corse, on dénombre quand même énormément de structures avec des acronymes tout aussi imprononçables les uns que les autres, mais peu importe, il y en a énormément sur un petit territoire avec très peu d'habitants. Comment on coordonne toutes ces structures et avec quelle efficacité ? Si on peut en tirer des chiffres ou quelque chose de concret. Bien, elles se coordonnent d'une part par des événements en commun, des partenariats. Le partenariat fonctionne très bien, on peut le constater, et en plus, elle permet d'avoir différents champs d'expertise sur le terrain. Donc, c'est proposer des manifestations autour de la santé sexuelle en zone rurale, en milieu étudiant, en ville, être sur le terrain, continuer à être sur le terrain et aller vers la population, en fait. Aller vers les jeunes, aller vers les personnes en situation de handicap, aller vers les seniors, aller. Oui, aller vers la population, évidemment, mais aussi aller vers les partenaires, enfin les professionnels, pour leur dire qu'il existe tel et tel recours, telle et telle ressource selon les prises en charge qu'ils recherchent. C'est-à-dire que les partenaires, en fait, établir un dialogue entre partenaires qui ont des actions complémentaires sur le territoire. Et informer les professionnels de santé de ça. Parce qu'en fait, quand on est professionnel de santé, notamment en milieu rural, donc là je parle vraiment d'un truc que je connais très bien puisque j'ai été libérale à Pétré-Tobikizane pendant 10 ans. Le rural, on s'isole très très vite. Donc c'est important que les différents partenaires et les différentes associations fassent le déplacement vers. C'est un isolement dû à l'information ou au parcours de soins qui est un peu plus compliqué, difficile, ou les deux d'ailleurs Non, qui est difficile par rapport au fait qu'on est tout seul et qu'il y a beaucoup de patients. D'accord, c'est par rapport à... C'est une surcharge de travail souvent. Ok, d'accord. Le réseau RIMAN, il a été aussi créé pour ça, pour justement mailler de manière efficace le territoire. Quelles sont la stratégie en fait de la CTC ? Alors, la stratégie, donc le RIMAN, c'est le réseau insulaire de maîtrise des naissances. C'est un réseau qui a pour but de proposer à toutes les femmes, sans distinction de ressources ou d'âge, ou de conditions socio-économiques en tout cas, la possibilité d'avoir accès à la contraception, aux consultations et aux examens qui vont avec évidemment, et à l'IVG et aux informations en santé sexuelle sur tout le territoire, de façon anonyme si elles le souhaitent. Donc ça c'est vraiment intéressant parce que la loi est bien faite en France, enfin sur le territoire.
C'est-à-dire que jusqu'à 18 ans, vous pouvez obtenir toutes vos consultations de contraception et votre contraception et même faire une IVG dans le secret et gratuitement. Mais quand vous avez 18 ans et un jour, le secret n'est plus possible. Alors la gratuité toujours, la prise en charge 100% jusqu'à 26 ans pour l'IVG toute la vie. Mais par contre, l'anonymat n'est plus possible. Alors sauf à l'hôpital où il y a une petite possibilité. Mais sinon, l'anonymat chez la femme adulte, en tout cas de plus de 26 ans, n'existe pas. Donc ça, c'est l'intérêt du réseau pour les femmes. Pour les professionnels de santé, c'est des professionnels de santé en milieu rural qui du coup ne sont plus isolés et qui bénéficient des infos régulières du réseau sur les dernières recommandations, sur des formations possibles, sur tout ce qui touche en tout cas à la santé sexuelle, la possibilité de participer à des formations, à des brainstorming, je dirais. Et puis enfin, pour les caisses, parce que les caisses de sécurité sociale, la CPAM et la MSA sont partenaires, l'intérêt c'est d'avoir qu'un seul interlocuteur, à savoir la collectivité, qui va centraliser tout pour le règlement de ces soins, parce qu'ils sont gratuits pour la population, mais ils sont payants par la société en fait. Voilà. Est-ce qu'on peut imaginer justement une structure unique, comme un guichet unique de la contraception sur un territoire ? Oui, et est-ce que ça servirait à quelque chose ? Oui, ça peut toujours être utile. Mais après, il ne faut pas oublier qu'en France, on a le choix du praticien. Il ne faut pas aussi déposséder les patientes de leur choix. C'est-à-dire qu'il y a des patientes qui sont plus à l'aise avec leur médecin généraliste ou leur sage-femme traitante pour parler de ces choses-là. Et il y en a d'autres qui voudront absolument se rendre à l'hôpital. Et d'autres qui voudront bien sûr être suivies par un gynécologue. Un monsieur, une dame, ça c'est compliqué. Et tous les professionnels n'ont pas forcément envie d'adhérer à ce type de réseau, déjà. Même si majoritairement ils le font, parce que pour ce qui est de la défense du droit des femmes, on a quand même la chance d'avoir des professionnels vraiment investis sur notre territoire. Mais après, il ne faut pas déposséder les gens de ce choix-là. Donc c'est très bien que ces réseaux-là existent, parce qu'ils sont essentiels. C'est-à-dire qu'il faut diversifier les échelons pour avoir le bon échelon finalement. C'est ça, il faut que les femmes elles puissent décider ou non de la façon dont elles veulent être prises en charge. Et c'est pas une couche par-dessus la couche, comme j'ai pu l'entendre en allant démarcher certains professionnels qui disaient encore un nouveau truc. Bah ouais, mais c'est un nouveau truc qui peut être utile pour certaines. Peut-être pas pour toutes, mais voilà. On peut pas avoir un mode de santé uniforme en fait, parce qu'on est tous différents. Donc il faut quand même essayer de proposer des choses un peu différentes qui s'adaptent à tous, et pour qu'il y ait le moins d'inégalités possible dans les prises en charge. La Corse est la région où la deuxième région où l'on avorte le plus. Quand on a préparé ce petit podcast, moi je le prenais de manière très naïve, voire grossière, en me disant ça craint quand même. On est quand même là. C'est un défaut d'information, de contraception. Et vous m'avez dit non mais il faut peut-être pas le prendre dans ce sens-là. Ouais. Alors, moi, j'aime pas trop toujours comparer avortement et contraception, parce qu'en plus, ça crée des confusions dans la tête des gens. C'est-à-dire que pour les plus jeunes, l'avortement peut être considéré comme un moyen de contraception, alors que pas du tout. Et puis, dans la tête de certaines personnes, c'est forcément, si elles font des avortements, c'est parce qu'elles n'ont pas bien pris leur contraception. Donc, c'est encore en plus la faute des femmes, évidemment. Non, en fait, la contraception, c'est une femme qui a conscience qu'elle peut être enceinte et qui ne veut pas l'être, donc qui va tout faire pour ne pas l'être. L'IVG, c'est une femme qui ne pense pas qu'elle peut être enceinte. Soit parce qu'elle a déjà une contraception, parce qu'on a quand même pas loin de 50% des avortements qui sont faits chez des femmes qui ont une contraception en cours. Hein. Donc c'est pas et c'est pas alors pour certaines c'est parce qu'elle n'est pas toujours bien prise, parce qu'elle n'a pas toujours été bien comprise, mais parfois on a des patientes qui prennent très bien leur contraception ou qui ont un stérilet ou un implant, donc là a priori tout est en place, et pour autant il y a une grossesse qui n'est pas prévue. Donc en fait, voilà, c'est deux visions qui sont différentes. L'IVG, c'est une grossesse qui n'est pas prévue, mais qui n'est même pas intellectuellement pensable en fait. Et puis, elle est là.
Sauf qu'elle est là et que c'est pas le moment. Donc, Et puis pour revenir aux chiffres qui sont assez impressionnants d'IVG en Corse, enfin impressionnants. Ouais, on va dire quand on dit on est à 17 pour 1000 femmes de 15 à 49 ans. Voilà, c'est la deuxième région, on en avance le plus. Des fois elle passe troisième, des fois on est première, ça dépend des années, mais en gros c'est deuxième. On n'a jamais été premier. Il me semble que j'ai vu ça. Non. Deuxième. C'est la raison PACA. Deuxième et troisième, médaille d'argent et médaille de bronze. Voilà. Mais en fait aussi c'est parce que c'est possible que l'avortement est possible et que le parcours de soins est peut-être aussi facilité. Oui, on a des délais d'attente qui sont courts. Enfin, au max, une femme, elle va attendre 15 jours. Donc déjà, moins de risques de dépasser les délais légaux. Et alors qu'il y a certaines régions sur le continent où il y a très peu de praticiens, ou en tout cas, les services d'orthogénie proposent très peu de plages de consultation. Donc forcément, il y a un moment, il faut changer de département, il faut aller voir ailleurs. Et du coup, les services sont saturés, les délais d'attente sont longs. Et parfois, on se retrouve avec des femmes qui dépassent les délais. Mais c'est pas de leur fait. C'est aussi le... Donc oui, on a un taux qui est élevé, mais c'est parce aussi on est plutôt efficace. Ensuite, le taux d'IVG, c'est un taux qui est incompressible. C'est le taux de grossesse qui ne sont pas prévus. Donc, que ce soit légalisé ou pas, ce sera toujours le même. C'est ça. La différence, c'est que quand c'est pas légalisé, les femmes meurent. Oui. Ouais. Toujours d'ailleurs. Hein. Oui. C'est pas un vieux truc des années 60, ça arrive toujours. Paul, tu voulais réagir ? Non, j'écoutais, mais j'aime beaucoup les discours que tu as d'ailleurs. Pour rester dans le parcours de soins, mais on va aller un peu du côté des hommes, parce que la contraception, les IST, c'est pas qu'une affaire de femmes, même si nous ne sommes que des femmes autour de la table. Je le regrette d'ailleurs. Alors, la contraception, les IST, c'est un véritable parcours médical. Hein. Ça n'est pas autre chose. Chez les femmes, c'est assez bien identifié, alors par le biais soit d'associations, soit du privé, soit du gynéco, soit de son médecin traitant. Comment les hommes peuvent prendre part à ça ? Déjà, peut-être en discutant dans le couple. Et le parcours de soins des hommes au national et en France n'est pas très clair, voire impossible. C'est-à-dire que concernant les IST, par exemple, je crois même pas qu'il y ait un andrologue qui existe, qui soit en activité en Corse. Je ne sais pas si les urologues et les médecins traitants font de la prévention sexuelle de manière très régulière. Je prendrais juste pour exemple le papillomavirus, qui est une maladie sexuellement transmissible que l'on détecte, que l'on soigne, que l'on prévient spécifiquement chez les femmes, alors qu'il y a un vaccin disponible chez les hommes, mais on ne le propose jamais. Si, c'est une obligation quand même là maintenant de le proposer à partir de 11 ans, c'est sans distinction de genre. Oui, c'est une obligation dans les faits. Donc après, c'est les parents qui décident s'ils vaccinent ou pas dans les faits. Leurs enfants. Je crois que c'est 1%. Alors les chiffres là, 1%, je crois que c'est 1% de garçons qui sont vaccinés contre ou qui envisagent de l'être contre. Je vais pas dire de bêtises, mais c'est quelque chose genre 40% des filles. Enfin, l'écart est assez impressionnant. C'est toujours pareil, c'est un défaut d'information en fait, parce que le papillomavirus, sur un col de l'utérus, il se dépiste vachement bien, vachement vite, vachement facilement. Quand c'est au niveau rectal, c'est un petit peu plus compliqué. Et quand c'est dans la gorge, quand on le dépiste, c'est beaucoup trop tard. Parce qu'en fait, le virus, le papillomavirus donc, humain, il aime bien les endroits chauds et humides pour se développer et à l'abri de la lumière. Donc les cryptes de la gorge et la zone anorectale pour les relations anales. On peut se le transmettre comme ça. Ensuite, la petite particularité du papillomavirus, c'est qu'il est ubiquitaire. Il y en a partout. Il n'y en a pas que sur les zizi. Donc, on peut se le transmettre assez facilement. Alors après, on est porteur. Il y a plein de gens qui sont porteurs et le corps se défend très bien. Mais après, dans la vie, on vieillit et on se défend moins bien contre certaines attaques. Et le virus va se développer plus vite et va attaquer les cellules qui vont se développer de façon cancéreuse.
Comment les professionnels de santé, les petites associations incluent les garçons dans cette discussion? Alors soit pour choisir une contraception avec sa copine, etc., soit son partenaire, soit pour impliquer les garçons dans un parcours de soins qui pourrait leur être dédié, aussi. Lors des entretiens que l'on fait sur le terrain, donc particulièrement auprès des jeunes, je pense notamment à l'université de Corté, majoritairement on reçoit plus de femmes que d'hommes. Hein. Et concernant le papillomavirus, parce que je reviens dessus, j'ai quand même, parce qu'on pose la question systématiquement de savoir s'ils sont vaccinés ou pas au papilloma, contre le papilloma, pardon. Et du coup, très peu de jeunes femmes sont vaccinées. Les hommes, n'en parlons pas. Et en fait, parce qu'il y a effectivement un manque d'information, il y a surtout une crainte liée à cette vaccination. Donc, je pense qu'il serait très important, peut-être que ça a été fait, mais en tout cas pas suffisamment, puisque les jeunes, en tout cas majoritairement, font ce retour de crainte. Il faudrait peut-être travailler beaucoup plus en profondeur autour d'une campagne d'information. Une crainte sur l'efficacité, une crainte sur les effets secondaires. Sur les effets secondaires, pas sur l'efficacité évidemment, mais sur les effets secondaires. Donc nous on oriente après sur ces questions-là aussi vers d'autres structures associatives ou vers des professionnels de santé pour qu'ils s'informent bien mieux sur la question. Et puis nous, on fait surtout de la primo-écoute, on oriente, mais on n'a pas d'expertise médicale sur le vaccin, en quelque sorte. Donc, c'est déjà super parce que vous orientez et vous encouragez à le faire. Après, l'histoire... Depuis très très longtemps, il y a toujours eu des craintes sur les vaccins, particulièrement sur la France en général. Ça date du BCG, donc c'est pas récent. Après, il y a eu l'hépatite B, et puis les gens ont tendance à toujours un petit peu rechigner à se faire vacciner ou à vacciner leurs enfants. Oui, puis j'ai l'impression pour revenir aux garçons, qu'ils se dépossèdent et qu'on les dépossède aussi de leur sexe et de leur contraception. C'est-à-dire que les filles, le passage chez le gynéco, c'est quasi obligatoire, naturel. Alors soit ça vient des parents, soit ça vient d'elles-mêmes, soit des grandes sœurs, etc. Les garçons, je ne sais pas si le parcours est si évident d'aller voir maintenant le nom m'échappe, un spécialiste, c'est pas un nom, il y a andrologue, mais c'est l'autre... L'urologue, voilà. Un urologue ou même son médecin traitant là-dessus, c'est-à-dire que on considère que c'est pas une affaire de garçon, quoi. C'est tabou en plus. De parler de sexualité, c'est pas toujours évident pour certains professionnels de santé, donc ni pour les parents d'ailleurs. Oui, ou pour les parents. C'est exactement. Pas aussi simple que ça, et pour autant, on devrait, dans le cadre de l'éducation que l'on donne à nos enfants, en parler de façon tout à fait naturelle et normale, quoi. Effectivement. C'est compliqué. Pour certaines familles, c'est compliqué, c'est vrai. En plus, cette vaccination, pour revenir au papillomavirus, on commence à 11 ans. Donc c'est vrai que pour des parents, c'est se projeter dans la sexualité d'un petit. Oui, c'est presque limite faire intrusion dans quelque chose qui n'existe pas encore. Mais je pense que c'est toujours pareil. Il faut prendre le temps d'expliquer et aux parents et aux enfants l'intérêt. Il y a une étude qui a été faite en Suède, moi que je cite très souvent dans mes consultations parce qu'elle est vraiment parlante. La Suède vaccine depuis plus de 20 ans, sans distinction de genre, les filles et les garçons contre le papillomavirus. Ils ont quasiment éradiqué le cancer du col de l'utérus. C'est-à-dire qu'ils sont à moins de 2%. Enfin, c'est fantastique, quoi. Oui. Ils ont beaucoup moins de cancers anorectaux et pratiquement plus de cancers de la gorge. Qui sont dus au papillomavirus, bien sûr. Pas les tabaco-induits, tout ça. Donc c'est important de citer, de dire, mais attendez, il y a des pays à côté, c'est les mêmes vaccins que les nôtres. Ils sont pas, voilà. Et ils n'ont pas plus de mortalité que ça, ils n'ont pas plus d'effets secondaires que ça. Mais par contre, leur population, elle va être protégée contre un fléau, quoi. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ça peut être un biais intéressant. Après...
C'est une politique de prévention. On a choisi les préservatifs gratuits, ce qui est déjà super. Non, c'est déjà pas mal. Ouais. Ce qui est bien aussi. On en revient toujours à cette histoire de bonne échelle, de bon échelon. Alors, il y a les réseaux sociaux aussi, qui viennent soit compléter l'information des parents, des professionnels, soit la biaiser complètement, soit qui arrivent en amont. Alors, Audrey, tu réagiras parce que ton podcast est dédié aux réseaux sociaux. Mais je me demandais comment on maintient un discours de terrain. Est-ce que on se dit nous aussi on va aller sur les réseaux sociaux, on va faire de la prévention sur les réseaux sociaux, mais j'ai recherché un petit peu vite fait, à part les NIPS, je trouve pas de centre de planification encore sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est tout à fait louable, on laisse ce terrain parce que les algorithmes sont trop puissants pour nous, et nous on est sur le terrain et vraiment on va à l'encontre des individualités, ou est-ce que c'est presque de l'impuissance face à la prolifération des discours sur les réseaux sociaux, ou les deux, ou c'est complètement con ce que je dis, ça peut l'être aussi. Pas du tout. Et l'avantage des réseaux sociaux, il y en a quand même, c'est que via TikTok, Instagram, Facebook et compagnie, ça permet quand même à l'usager, l'ado ou le jeune adulte ou l'adulte tout court, parce que ce n'est pas dédié qu'aux jeunes, ça leur permet d'avoir le choix de l'information, le choix du support aussi. Effectivement, certains vont être davantage plus à l'aise avec TikTok par exemple, d'autres plutôt avec Instagram. Donc effectivement, il y a une prolifération, mais quoi qu'il arrive, ça permet, cette prolifération, d'accéder rapidement et efficacement à des informations. En tout cas, quand c'est lié à une structure associative ou une structure en tout cas sérieuse, pour pouvoir informer. Je pense notamment à la page Instagram Je m'emballe Clito, parce qu'elle fait partie des Camille Aumont-Carnel, qui a fait un super livre sur ados sexo, qui a son franc-parler, qui a une façon de s'exprimer sur les réseaux sociaux un petit peu franche et tout. Et quand on regarde, d'ailleurs qui viendra en Corse pour le colloque des CPEF cette année, pour les jeunes. Et par exemple, on voit qu'elle s'adresse à un public plutôt jeune, donc ados et jeunes adultes. Or, elle est énormément suivie par des personnes de la génération des trentenaires, des quarantenaires. Donc, finalement, ce que je veux dire par là, c'est que la prolifération n'est pas un problème. C'est pas, au contraire, plus il y a d'informations à piocher, mieux c'est. En revanche, il faudrait peut-être réfléchir, notamment sur notre territoire plus particulièrement, à avoir peut-être, à créer peut-être une application qui regroupe en fait tous les acteurs des différents champs de la santé sexuelle, affective, relationnelle, pour permettre en fait une information plus ciblée sur ce qui existe, et pour géolocaliser éventuellement les lieux où ils peuvent se rendre pour obtenir de l'information, de la prévention, que ce soit autour de la contraception, des IST, etc. Et de communiquer autour évidemment. Enfin, c'est-à-dire que j'ai été très claire. C'est-à-dire que de prendre possession de ces réseaux sociaux, mais non pas pour faire de l'information très généraliste, enfin si aussi, mais aussi que ce soit ciblé, adapté à un territoire, et qu'on puisse pas retrouver la énième information sur comment mettre un préservatif, ou peut-être la retrouver, mais que ce ne soit pas la seule, que les sites soient référencés, que... Oui, et puis les adresses, c'est-à-dire qu'un jeune de 15 ans qui va effectivement pas vouloir oser passer à la pharmacie du village ou autre, puisse tout simplement avec une application géolocaliser l'endroit où il peut obtenir des préservatifs gratuits et de façon anonyme, ou une contraception. Je veux dire, les jeunes, centre de santé sexuelle, ex-CPEF, nous, on connaît parce qu'on est dans ce milieu des champs de la santé sexuelle, etc. Mais un jeune qui n'a pas forcément d'intervention dans son établissement scolaire va pas forcément avoir l'info.
Il va devoir vraiment aller chercher. Même quand ils en ont, c'est pas systématique. C'est ça. Ça tilte pas. Pour leur avoir posé la question de vers qui tu t'adresses quand il t'arrive telle ou telle chose, ou quand tu as envie quand tu te poses des questions sur ta sexualité ou sur certains aspects de ta vie, vers qui tu te tournes, il n'y a pas de réponse. Je demande à des adultes de mon entourage, je demande à une amie. Les copains, c'est même pas les réseaux sociaux du coup. Et des réseaux sociaux. Et des réseaux sociaux. Oui. Et pour certaines choses, après, ça va être je vais voir la police, mais franchement, je sais pas si ça m'arrive, j'y vais quand même. Ça, c'est pour d'autres cas. Mais au final, c'est qu'ils n'ont pas d'infos, quoi. Oui, ou c'est pas suffisamment précis. Ouais. Et l'idée de pouvoir rassembler des informations, tu parlais de la police et tu as tout à fait raison, parce que là on va être sur un plan davantage juridique. Mais par exemple, pour un jeune ou une jeune d'ailleurs qui ont besoin, en tout cas à un moment donné, d'avoir affaire à une ou un juriste, la police, la gendarmerie, peu importe, peut-être qu'il aura besoin d'être accompagné dans sa démarche. Donc vers qui va-t-il se tourner et puis comment va-t-il pouvoir trouver l'information ? Donc je crois qu'il y a un travail de fond essentiel à faire, quels que soient les domaines de la santé sexuelle, affective et encore une fois relationnelle, pour permettre justement d'apporter de façon très rapide, puisqu'on est quand même on est en 2023, on a besoin de cette rapidité et de cette efficacité. Cette disponibilité, c'est exactement 24 heures sur 24, c'est un jour sur 7. Tout à fait. Il y a un site, je pense que vous connaissez, qui, pour moi, je pense que c'est la meilleure, le meilleur moyen d'informer, pas que les ados, d'ailleurs, les jeunes et même les adultes, s'appelle Epiplet. Bon, alors c'est encore féminisé, alors que les garçons pourraient très bien y aller, mais c'est un site accessible, gratuit, où des sages-femmes, donc des professionnels et infirmières, je crois, enfin en tout cas des professionnels de santé, sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour répondre à des questions. C'est-à-dire que si vous avez un problème sur la prise de la pilule, le préservatif, vos érections, etc., vous posez une question, c'est anonyme et quelqu'un vous répond derrière. Et ça, c'est formidable parce que non seulement l'info est vérifiée, tu es derrière ton écran, c'est disponible 24 heures sur 24 et si nécessaire, bien sûr, elles orientent vers un parcours plus individualisé. Oui, ensuite, ce qu'il y a de bien avec les pipelettes, c'est qu'il y a des intervenantes dans chaque région. Donc en fait, nous moi j'ai 2 collègues que je connais très bien qui répondent, qui prennent leur tour régulièrement pour répondre sur les pipelettes. Donc du coup, une réponse beaucoup plus adaptée au niveau territorial selon les attentes des jeunes. Et ça s'appelle les pipelettes parce que ça a été créé par des sages-femmes. Et oui, je sais. Et la sage-femme est experte en femmes. C'est ça. Et oui, mais alors je comprends très bien la logique, mais comment dire ça, c'est encore une question de perception, c'est-à-dire encore que ça féminise un problème qui n'est pas que féminin. Voilà. Alors, pour revenir à ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, bon, déjà ça a été je pense depuis des années une volonté aussi de la part des femmes de vouloir s'approprier ou du moins la maîtrise de leur corps. Voilà, maîtriser leur corps, maîtriser les informations qui sont liées directement à leur corps, comme une grossesse désirée ou non. Donc si on en arrive ici maintenant, c'est logique. Mais c'est vrai que il y a un manque d'informations concernant la sexualité pour les hommes, ou concernant les IST pour les hommes, ou concernant comment on chope les IST, quand on met la capote, quand on la met pas, mais parce que les hommes n'ont jamais été, n'ont jamais eu à devoir être face aux conséquences. Enfin, c'est très rare. Pour autant, mais les lois ont été majoritairement décidées et votées par des hommes, quand même. Mais je dis pas que c'est normal, Ah oui, non. Mais du coup, en fait, il y a j'ai un paradoxe un peu. C'est que pour un homme, c'est très facile d'avoir une sexualité ouverte, épanouie, et il n'y a pas du tout de problème à avoir également beaucoup de sexualité. Mais par contre, il n'y a pas d'information. Et en fait, même sur les réseaux sociaux, on parle des pipelettes, on parle aussi de je m'emballe clito, et
beaucoup d'informations sont tenues par des femmes parce qu'elles veulent informer les femmes, etc. Mais il n'y a pas vraiment d'hommes sur ces sujets-là. Il y en a de plus en plus. Il y a 2-3 comptes dont j'ai évidemment oublié les noms parce que je suis vieille. Mais il y en a de plus en plus. Ouais, mais de dire il y en a 2 ou 3, ça suffit pas parce qu'on peut pas compter le nombre de comptes qu'il y a de femmes qui s'adressent aux femmes. Donc même dire 2 ou 3, c'est parlant de pas se souvenir des noms. C'est parlant parce que s'il y en a des dizaines, forcément qu'on s'en souvient d'un ou deux, comme là on se souvient de Je m'en bats le clito ou les pipelettes. Donc c'est parlant du point de vue des hommes, pour moi. Alors juste, je vais revenir sur le fait que de ce que tu disais que les hommes a priori ont une vie, une sexualité, une vie sexuelle épanouie. Ça, je peux en attester par rapport aux entretiens que je mène avec majoritairement des hommes cis. Alors cis, c'est cisgenre pour l'abréviation pour les gens qui ne savent pas. Voilà. Oui, pardon. Et du coup, ça y est, ça m'a coupé. Pardon, excuse-moi. Non, mais je t'en prie. Qui sont des hommes dans des corps d'hommes. Oui, voilà. Mais tout ça pour dire que, en fait, les hommes, quand ils sont en entretien et qu'au bout d'un moment, on arrive à approfondir l'échange autour de la santé sexuelle, vous n'imaginez même pas à quel point les hommes questionnent leur sexualité, pas au sens de l'orientation, mais par rapport à des problématiques qu'ils vivent au quotidien. Ils sont pris entre virilité et oui, c'est ça. Et par rapport abandon de soi. Problèmes érectiles, problèmes de désir et de libido. Problèmes infectieux, ils en parlent pas. Bien sûr, c'est tabou. Mais et on voit qu'il y a une réelle souffrance ou anxiété, en tout cas, derrière la sexualité qu'ils pratiquent. D'où l'évolution vers non pas une prévention uniquement sur la contraception, mais maintenant on voit vraiment le terme de santé sexuelle dans son ensemble. Et je vais vous passer une petite pub des années 80 parce que je pense qu'elle résume tout ce qu'on va dire. C'est une pub pour le port du préservatif. Voilà la liste. Du shampoing doux, du maquillage waterproof, une crème solaire protectrice et une crème solaire très hydratante, des préservatifs. Des préservatifs ? Oui, des préservatifs. Alors ce sont 3-4 femmes, on n'a pas l'image, mais ce sont 3-4 femmes en train de se préparer avec des épaulettes en rose et beaucoup trop de maquillage, et un brushing à n'en plus finir, qui font la liste de leurs courses avec les préservatifs. Alors je trouve cette publicité déjà très drôle et assez parlante parce que c'était une des premières pubs autorisées pour les préservatifs. Ce sont les femmes, évidemment, qui prennent en charge ça. On essaye de rendre un petit peu fun la sexualité. Et alors, ça serait inimaginable de voir une pub comme ça, tant elle est réductrice. Alors, bien sûr, pour la place des femmes, mais aussi sur cet aspect de santé sexuelle. Voilà, on ne peut plus parler uniquement de contraception. Quand on parle de prévention, il faut un peu élargir ce spectre. Oui, effectivement, il faut avoir une approche globale et, quoi qu'il arrive, transversale. C'est fou comme il y avait de l'humour dans les années 80 aussi. Oui. Par rapport à ça, juste souligner qu'effectivement, ce qui peut être intéressant dans une approche globale de la santé sexuelle, c'est de pouvoir également parler, au-delà de la prévention, etc., mais parler du plaisir. Ça devrait on devrait continuer... approfondir la promotion de la santé sexuelle. Ce qui transparaît complètement dans cette pub, elles sont toutes contentes de... Ah oui, elles ont l'air. Non, mais je trouve ça très agréable d'entendre ça. Oui, et peut-être que justement aujourd'hui, on vit une certaine évolution de la santé sexuelle et d'avoir une approche plaisante, une approche agréable et démocratiser finalement des questions qui portent à l'anxiété, etc. Pour les hommes, autant pour les hommes que pour les femmes, cisgenres ou transgenres d'ailleurs, mais en faire la promotion et accentuer sur le plaisir est peut-être une voie à prendre dès maintenant. Et une approche aussi inclusive avec le public LGBTQI+.
Et déconstruire aussi des stéréotypes qui sont largement ancrés, comme celui que je viens d'avoir, qui est qu'un homme a forcément une vie sexuelle épanouie. Déconstruire ces stéréotypes-là, parce qu'au final, je pense que ce n'est pas... c'est inscrit dans beaucoup d'esprits, et tant pour les hommes que pour les femmes, de déconstruire ces biais sexuels C'est le but que tu as eu, Audrey, en faisant ces podcasts, ces 2 podcasts. Oui, entre autres. Ouais. C'est-à-dire que pour Podcast ou Sexiste ou pour Sex by Step, c'était aussi d'interroger un peu ces préjugés et de faire en sorte que les questions, surtout dans Podcast ou Sexiste, touchent un public assez large, qu'on parle de santé sexuelle, de santé mentale et que ce soit assez inclusif. Alors ça, pour le podcast, c'est un espace de parole. Dans les espaces de prévention et de politique publique, est-ce que la stratégie est payante d'inclure contraception, bien-être sexuel? C'est une question. Enfin, moi, ça me paraît essentiel. C'est essentiel, même pour la santé globale, en fait. Là, on parlait des hommes qui ont forcément une vie sexuelle épanouie, qui n'ont pas de problème érectile, qui n'ont pas de problème infectieux. Sauf que, en fait, un homme qui a des problèmes érectiles, ça peut sous-tendre des pathologies beaucoup plus graves, notamment cardiovasculaires. Des hommes qui ont des boutons sur la verge, ça peut compromettre la fertilité de leur compagne, si c'est notamment un chlamydier qui n'est pas dépisté et traité. Et des hommes du coup qui ont un problème de désir, il faut les questionner là-dessus. Comme nous, en consultation de gynécologie, on le fait, on questionne le désir, puisque les femmes, si elles ont mal, elles nous en parlent. Donc il y a forcément la question du désir, du plaisir qui est toujours posée. Donc, Paul, tu voulais réagir? Non, juste simplement, oui, effectivement, c'est très important d'interroger et le désir et le plaisir, et quel que soit l'âge, le genre, la situation, etc. Parce que la sexualité, c'est quelque chose d'excessivement mouvant. On n'a pas la même sexualité à 15 ans qu'à 20, qu'à 30, qu'à 40, qu'à 50, qu'à 60. Parce qu'effectivement, à pareil, 60 ans, on fait l'amour, et 70, 80, et plus si affinité. D'ailleurs, il y a un nombre d'IVG assez impressionnant après 45 ans. Enfin, c'est impressionnant. On a toujours... Après 45 ans, plus trop. J'ai été on en a surprise. On en a plus après 45 ans qu'avant 15 ans, en tout cas, ça c'est sûr. Oui, alors oui. Oui, forcément. Mais c'est vrai qu'on a un peu cet imaginaire, la contraception, ça s'arrête à 25 ans. Alors que absolument pas. Heureusement, non. Absolument pas. Non, la contraception, c'est tant qu'on est fertile. Et on est fertile longtemps, oui. Oui, en moyenne, la ménopause chez les femmes, c'est 54 ans. Donc, voilà. Alors, c'est vrai que la fertilité décroît à partir de 43-44 ans, mais pour autant, elle existe. Bien sûr. Pour rester dans cette sexualité émouvante, tu as raison, la sexualité émouvante au fil des âges et les avancées scientifiques aussi essayent de s'adapter un petit peu. Est-ce que vous regardez ce qui va sortir, ce qui est étudié, ce qui va se faire par exemple, les avancées en termes de... Enfin, les recherches, parce qu'on ne peut pas encore parler d'avancées en termes de pilules bio. Les choses comme ça. Les implants qui seraient aussi... la contraception pour les hommes. La contraception pour les hommes. Alors, je ne considère pas ça dans le futur, parce qu'elle y est. Mais manque d'informations. Voilà, on n'est pas encore à la marketer, à la distribuer, à informer. Mais je parlais vraiment de dans 15-20 ans, quelle serait la contraception idéale? Est-ce que ce serait une contraception... entre guillemets bio? Est-ce que ce serait une contraception qui évolue toute seule au fil des âges? Est-ce que ce serait... Alors j'avais vu aussi quelque chose de rigolo, un spray à mettre sur le sexe de l'homme, un spray, une sorte de spray magique qui ferait comme un préservatif. Voilà, enfin ça paraît être des chimères, mais ce sont de vrais produits à l'étude. Et est-ce qu'on regarde ça quand on est un professionnel de santé, et comment on le regarde? Oui, bien sûr. Enfin, moi, ça m'intéresse toujours. Je trouve ça. Il y a des idées des fois qui sont assez drôles, mais après tout, pourquoi pas
Moi, je fais confiance à la science après. Il faut voir ce que la science peut nous proposer. Après avoir des idées, moi, en tant que professionnelle, je suis pas assez brillante pour ça. Mais en tout cas, oui, non, bien sûr, on peut pas ne pas s'intéresser à ce que la science propose dans le futur, tout simplement pour notre confort, même notre confort de prescripteur. J'ai l'impression que ça va de plus en plus vers de l'individualisation en fait de traitement, enfin de traitement. C'est pas un... Juste, je vais rebondir par rapport à ce que tu disais sur le spray parce que du coup j'ai plein d'images qui me viennent et je trouve ça assez ça paraît fun ou n'importe quoi, j'en sais rien, mais en tout cas moi je trouve ça intéressant parce que du coup dans l'idée d'une déjà que les chercheurs, les scientifiques continuent à s'interroger sur la contraception et souhaitent la faire évoluer, je trouve ça super. Ça, c'est une première chose, c'est très enthousiasmant. Et l'idée du spray, il y a cette l'idée aussi on se protège, on va se protéger, mais en même temps, ça peut être un outil de plaisir, de jeu entre l'homme et la femme. Comme un peut l'être le préservatif. Exact, oui, mais et d'autant plus avec, tu vois, le côté spray, quoi. C'est pas comme le préservatif que tu vas développer sur la verge, mais vraiment ce côté... Les fluorescents ont leur petit succès quand même. Je n'ai pas encore testé. Les goûts, les différents goûts aussi. Oui. Qui sont dégueulasses, hein, disons-le. Oui, c'est vrai. Disons que ça n'a pas le goût escompté. Non, voilà. Et alors, dans ces inventions, alors ça va pas être une invention, il y a le smartphone évidemment, qui est un petit peu un piège parce que c'est un outil, on a l'impression d'être d'une modernité, d'une fiabilité incroyable. Et en fait, moi j'ai été surprise par vous savez, les applications où on note ses règles pour son suivi de fertilité. Alors c'est très bien pour savoir où on en est de son cycle, c'est très bien si on veut faire des enfants, mais par contre pour c'est vendu un peu comme un truc aussi de contraception parfois, ça n'est juste que de la méthode Ogino qui ne marche pas sur un téléphone. Les méthodes comme ça naturelles, on peut pas leur retirer l'appellation contraception. Ce sont des méthodes de contraception, alors qui ont une fiabilité extrêmement faible et qui nécessitent une grande maîtrise. Donc, pour autant, si c'est la contraception que la patiente elle a choisie, il faut faire avec et il faut prendre le temps de bien lui expliquer. Alors, c'est vrai que c'est quand même assez rare. Hein. C'est-à-dire que le téléphone, je trouve qu'on a l'impression d'une grande fiabilité, alors que la méthode en elle-même... non, mais il faut bien connaître son corps. Ça, c'est des méthodes qui nécessitent d'avoir d'abord des cycles extrêmement réguliers, de connaître très très bien son corps, de savoir ressentir quand est-ce qu'on va ovuler, savoir qu'on est fertile un petit peu avant et surtout après. Enfin... voilà, c'est des méthodes aussi où on examine sa propre glaire. Enfin, c'est des méthodes qui à mon sens, qui, si elles veulent être bien faites et efficaces, il faut qu'elles soient pratiquées par des femmes qui connaissent très bien leur corps. Donc à 15 ans, c'est pas... Oui, puis même à 40, on peut avoir l'impression de le connaître. Oui, tout à fait. Ouais. Bon, après, c'est une histoire de confiance en soi aussi. Après, comme je vous disais, voilà, c'est des méthodes contraceptives, c'est un fait, mais qui ont un index de Pearl, qui est l'index de fiabilité qui est vraiment très mauvais, quoi. La fiabilité, c'est le plus important et on le répétera jamais assez. Le préservatif à tout âge, c'est le plus fiable et le plus efficace. Et en plus, maintenant, c'est gratuit jusqu'à 26 ans. Merci mesdames, ce fut enrichissant. Merci Audrey de m'avoir laissé le mic le temps de cet épisode. Ce fut un plaisir. Dans le prochain épisode, on parlera de consentement. Et en attendant, vous pouvez suivre l'actualité de Sex by Step et de Podcast ou Sexiste sur Instagram.